Alors toujours au plus près de l'art et de la gastronomie, vous avez travaillé sur The National Café, qui est le restaurant quand même de la National Gallery. C'est comme pas le pire des endroits, Non, c'est j'imagine, pour génial. se mettre en appétit. Et j'imagine que c'est ce que vous avez fait puisque vous avez décidé de faire apparaître des cieux, des fragments de ciel de peinture de la collection évidemment une collection exceptionnelle de National Gallery dans le restaurant. Ça, je trouve que c'est Oui, une idée qui est très très oui. belle. Bah, après, c'est un projet très contraint, hein. C'est-à-dire, c'est une brasserie à l'anglo-saxonne, ce que je trouve plutôt très très bien, sans vouloir être trop critique. En France, souvent, les restaurants qui sont associés au musée sont très chers, et donc c'est pas le même public. Euh, En Angleterre, beaucoup de musées sont gratuits, notamment la National Gallery, et donc il faut que la brasserie qui soit à côté soit aussi accessible. Je trouvais ça très intéressant aussi comme, je dirais, contrainte, c'est de faire un lieu qui doit être exceptionnel, qui doit être surprenant et évidemment beau, mais qui aussi est contraint par un budget, je dirais, limité. Et donc il fallait faire quelque chose d'assez fort, d'assez spectaculaire. Le même restaurant avant que j'arrive, c'est le restaurant qui existait avant que je sois engagé pour ce projet, eh bien, il accueillait sur les murs des fausses peintures euh, exposées à la National Gallery, ce qui est quand même une aberration. C'est-à-dire que vous visitez ce musée extraordinaire, puis vous asseyez, puis il y a des posters ou des peintures, je dirais des mauvaises copies, clairement. Donc, aucun rapport, en tout cas aucune volonté de, je dirais, de réitérer, je dirais, l'exploit, et au contraire, peut-être de proposer une autre façon d'amener l'œuvre dans le restaurant. Et là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'image éclair. L'idée qui m'était venue, c'était de travailler avec le conservateur qui était aussi très distant du restaurant. J'avais envie à un moment, parce que c'est aussi ma personnalité, de créer un lien avec les acteurs du musée. Et je leur ai proposé de choisir avec moi des cadrages dans les œuvres, les paysages de la collection, de manière à éclairer le restaurant. Ce qui fait que le restaurant, qui est un peu, je dirais, qui a deux visages, celui du jour, qui est celui du restaurant, et celui de la soirée et de la nuit, qui est celui du bar, eh bien, sont éclairés d'un côté par des ciels de jour et de l'autre côté par des ciels de soirée ou de nuit pour créer une ambiance tamisée côté bar. Voilà comment en fait on a établi, je dirais, un principe assez radical et assez fort qui finalement fait le projet et n'a pas besoin de grand-chose de plus. Alors on ne peut pas non plus ne pas évoquer une exposition que j'ai eu la chance de voir à Lille et je crois savoir qu'elle va tourner à Nantes. Vous m'avez dit tout à l'heure, je parle de Sens-Fiction, je ne me trompe pas de titre, Sens-Fiction, qui est une exposition dédiée à, j'imagine, une de vos passions. On comprend pourquoi, parce que l'architecture, l'urbanisme, le design sont toujours présents comme un véritable acteur, évidemment avec des films comme Blade Runner par exemple. Le design est extrêmement, il est décisif, comme la musique. Donc c'est une exposition qui a eu lieu au Tripostal, avec un travail vraiment historique sur le XXe siècle, et puis des artistes contemporains majestueusement exposés, et puis une part aussi qui se termine aussi avec une part de documentation. Vous donnez de la parole à plein de gens. D'ailleurs, il y a eu, je crois, Daniel Kaplan qu'on Tout a à fait fait, qui est parler. un des commissaires invités. Ouais, et Ouais, qu'on a fait parler il y a une quelques personne mois vraiment ensemble. extrêmement intéressante. Euh, Ouais. donc ça, c'est une exposition, on a l'impression que vous êtes vraiment, j'imagine, hein, comme tous les projets, mais fait plaisir à vous livrer un petit peu, peut-être pas plus que d'ordinaire, mais on sent qu'il y a une histoire, on sent que c'est ancré dans quelque Oui, chose qui vous a accompagné, quoi. oui, complètement, parce que c'est une exposition subjective. C'est l'exposition de notre vision du design dans un contexte bien particulier qui est celui du pouvoir des imaginaires. Vous évoquiez Blade Runner. Le décorateur designer de ce film, c'est Sid Mead, qui malheureusement vient de décéder, mais qui a eu, je dirais, une vie extrêmement riche.
et qui est arrivé dans le monde du cinéma parce qu'au départ, il inventait d'abord des mondes futurs pour l'industrie, notamment métallurgique américaine, et puis ensuite pour l'industrie automobile. Et de fil en aiguille, il a été, je dirais, repris par le monde du cinéma, parce que beaucoup des acteurs, je dirais, de l'industrie, qu'elles soient technologiques, scientifiques, spatiales, ont finalement atterri ensuite dans le monde du cinéma pour rendre crédibles des films, notamment de Kubrick ou d'autres. Ça, c'est toute la première partie, je dirais, de l'exposition, très pédagogique, très grand public. Il ne s'agit pas d'une exposition d'experts pour des experts. Il s'agit de démontrer finalement très simplement que les imaginaires, ça paraît naïf, comme ça paraît spontané. Non, c'est extrêmement construit, c'est extrêmement stratégique. Et le XXe siècle a prouvé, et surtout aux États-Unis, la construction des imaginaires qui restent aujourd'hui ceux qui nous, je dirais, nous habitent, eh bien, ont un moment aidé l'émergence de certaines technologies, de certaines industries, de certains objets, de certains usages qui restent aujourd'hui, je dirais, qui font le quotidien de notre vie occidentale en tout cas. Et peut-être faut-il se dire, et c'est la deuxième partie de l'exposition, que certains de ces imaginaires peut-être devraient être remis en question, ne répondent plus du tout aux enjeux de demain. Et si c'est le cas, eh bien, comment en recréer d'autres et où est la place du design dans la construction de ces nouveaux imaginaires, avec des nouveaux récits, et je dirais, on se jette à l'eau. C'est pas toujours facile, mais nous-mêmes avons du coup conçu des récits avec des auteurs extraordinaires comme Jean Echenoz, Catherine Dufour, Benjamin Habitant ou Maëlys de Kerangal et d'autres qui ont accepté de travailler avec nous sur des thèmes porteurs d'avenir selon nous, des imaginaires désirables que nous avons écrits et ensuite transformés en récits audiovisuels. Alors pour revenir au réel, dans les questions contemporaines, il y a le vivre ensemble. Alors vous avez eu plusieurs expériences intéressantes, une qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais qui est accessible en ligne au travers de votre site, comme quantité d'expériences. Je pense à Design Saturn, qui est une sorte de fiction-réalité à la limite de la télé-réalité aussi, qui est, je trouve, très très drôle, qu'il faut vraiment voir, qui est très bien documenté en vidéo sur votre site. Et puis je voudrais terminer avec deux projets qui sont notés comme en cours sur le site de RF Studio. Il y a Nu, alors je l'évoque parce que je viens de le voir pour de vrai tout à l'heure à l'entrée à gauche, quai de Valmy où nous sommes. Alors Nu, c'est un projet qui cristallise beaucoup de choses qu'on a évoquées, parce qu'il a sa part d'économie. C'est plutôt orienté entreprise, on est sur le vivre ensemble et puis on est sur une vraie question qui est le zéro déchet. Et là, c'est même, ça va au-delà du frigo, c'est que c'est aussi quasi une start-up avec son autonomie. Tout à fait. Nu, c'est vraiment je pense que c'est la quintessence d'un peu tout ce qu'on s'est dit là. Je ne dis pas du tout que c'est la seule chose qu'on souhaite faire au studio, mais ça représente bien comment le studio qui a une certaine taille parce qu'il gère des projets finalement de grande échelle, à l'échelle d'immeubles, de quartiers parfois, ou en tout cas de réflexion parfois urbaine, peut par contre se concentrer sur des objets d'échelle humaine à partir duquel un écosystème se construit. C'est bien de penser le zéro déchet, mais s'il n'y a pas un moment, un objet, un usage, une fonction qui ancre cet enjeu du zéro déchet dans la vie quotidienne des gens, les gens eux-mêmes ne peuvent pas toujours se responsabiliser de manière moralisante. Il faut qu'à un moment, il y ait une impulsion. Et Nu, c'est un frigo du coup connecté, énormément de software, énormément d'intelligence technologique derrière, et invisible derrière ce frigo, réalisé par une équipe super et cofondatrice de ce projet. Et après, il y a le hardware, il y a l'objet lui-même, qui est un frigo, donc, comme je disais, connecté, qui permet de consommer dans le monde du travail, au travail, sur site, des produits frais, faits maison, mais dans des bocaux en verre qu'on peut
remettre dans les tiroirs, et c'est là où l'écosystème se met en branle, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui vient rechercher ces bocaux pour les faire nettoyer et les ramener chez les traiteurs du quartier qui, eux, sensibilisés par le zéro déchet et parce qu'ils ont envie de gagner aussi de l'argent en ayant plus de clients, participent finalement au projet en vendant leurs produits dans ces bocaux qui reviennent tous les jours dans l'entreprise. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux qui finalement se concrétise grâce à un objet qui, à un moment, rentre dans le monde d'entreprise, là où il n'existait pas avant. On connaît tous le RIE, la cantine d'entreprise, et on sait bien qu'un jour, cette offre-là doit évoluer, et ce type d'objet est une forme d'alternative, ou en tout cas de complémentarité au restaurant classique. Et avec sa part de transparence assumée, puisque même la paroi de la porte est transparente. Alors, comme dernier case study, je sais que c'est en cours. Un lieu auquel le monde entier est attaché, qui représente un peu Paris, c'est la Tour Eiffel. Collaboration, on peut imaginer que ce soit un plaisir de travailler avec Thierry Marx. Alors j'imagine que ça, peut-être vous y avez travaillé hier ou demain, ça c'est un tous les projet jours, intéressant. tous les jours, et puis il ne faut pas oublier évidemment la troisième entité qui est Encore Heureux. Rien que le nom est déjà magnifique et je vous invite à les interviewer et représenter. Donc c'est une agence d'architectes. Amis du studio. Oui, avec qui vous collaborez? Avec qui nous collaborons et puis avec qui nous avons gagné, je dirais, ce magnifique projet. Nicolas Delon, avec qui, en plus d'être un très bon ami, est un interlocuteur, je dirais, dans le monde de l'architecture et du design, je dirais, central aujourd'hui parce qu'on partage énormément de valeurs et avec qui nous avons réalisé notamment le Refettorio, qui est ce restaurant associatif pour les personnes défavorisées sous la Madeleine avec le chef Massimo Bottura et l'artiste JR et Prune Nourri. Et donc voilà, c'est une forme de réseau de gens et de valeurs. Qui est à prix abordable. Qui est gratuit surtout et qui est dédié aux personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim tous les jours. Plutôt que de les nourrir, je dirais, avec charité uniquement, ce restaurant les nourrit avec un grand plaisir, puisque tous les jours, des chefs étoilés leur font à manger avec toute la nourriture qui provient des invendus, des supermarchés, des hôtels, des restaurants. Ils ont quelques heures pour transformer tout ça en un menu. Et du coup, ce que viennent manger les gens là-bas, c'est exceptionnel. Et le décor dans lequel ils sont, il l'est aussi. Et c'est tout simplement cette idée de dire qu'il n'y a aucune... Le beau n'est pas du tout lié au monde du luxe, n'est pas fait que pour les gens qui ont les moyens. Le design, et j'espère qu'on en est la preuve, s'adresse à tout le monde. Et il n'y a aucune raison de mettre le beau uniquement là où il y a le cher. Et ce n'est pas du tout, en tout cas, la philosophie du studio. Je peux Mais je n'ai pas parlé de la Tour Eiffel. Je veux juste confirmer pour le restaurant Sous la Madeleine que c'est très généreusement pensé pour les gens qui n'ont pas de moyens, mais les gens qui ont des moyens en parlent aussi beaucoup. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. Et c'est tout le but, puisque ce type de lieu a besoin de bénévoles et de moyens. Et la stratégie derrière, elle est exactement comme au Philantrolab. C'est plus c'est beau, plus ça évoque le plaisir, moins on s'en détourne et plus on a envie d'aider. Eh bien, il y a la file d'attente pour être bénévole et puis il y a des moyens qui sont donnés à ce lieu. Et évidemment, j'espère que ce type de projet en amènera d'autres et on sera toujours, nous, partants pour participer à ce type de projet philanthropique. Ok, alors on arrive au terme, on aurait pu continuer encore comme ça, j'étais obligé vraiment de me forcer à ne faire qu'une petite sélection et merci de l'avoir accepté sans en remplacer un par un autre. Je le redis parce que vraiment la page projet du site du designer normal, elle est quand même très très bien faite, très organisée, très visuelle. Pas toujours assez complète.
Il y a des objets qui manquent et des espaces qui manquent. En tout cas, il y a déjà vraiment force de quoi. proposition et on se demande comment c'est possible à 20 personnes aujourd'hui, mais on sait que vous êtes aussi reconnu pour ça, c'est cet appétit projet. Alors on termine avec une question un peu formatée télé, on se fait plaisir nous aussi, où vous pouvez regarder les deux caméras qui vous font face. Je sais que vous avez étudié à l'ENSI. On a vu tout à l'heure que vous avez enseigné, plutôt encadré d'ailleurs, hein, des artistes qui avaient presque votre âge d'ailleurs, des jeunes artistes. Si vous aviez aujourd'hui à passer peut-être un message ou un conseil ou à conclure en vous adressant à ceux qui nous regardent, même nous on ne sait pas exactement qui c'est, on voit à peu près les stats, hein, mais on ne rentre pas dans le détail, c'est ouvert à tout le monde, à toute heure de la journée, aussi gratuit, pas de login, pas de password, c'est comme ça qu'on vous verra, on commencera avec vous, on continuera avec je ne sais qui, pour revenir avec vous. Si vous aviez peut-être la phrase de la journée, ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui en termes de, oui, presque conseils ou pensées pour le public qui nous regarde. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Si le public dont vous parlez, c'est les gens plus jeunes que nous, et que moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut profiter de cette étape de la transmission, de la formation, qui est un mot déjà peut-être un peu galvaudé au plus de notre époque, mais en tout cas de l'école, pour employer un mot générique, pour prendre des risques, pour ne pas être inquiet de l'avenir. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est un moment unique dans la vie pour défendre des idées, même si elles sont erronées, prendre des risques sur des projets, puisque finalement ils ne seront peut-être pas réalisés, et je dirais se surprendre soi-même, rencontrer des gens, ne pas tomber trop tôt dans le formatage, ne pas tomber trop tôt dans la formation, je dirais, qui déforme parfois les créateurs et les belles idées. Voilà, c'est tout le conseil que je peux donner, c'est en tout cas naïvement ce que moi je me suis appliqué en rentrant à l'ENSI. Et je ne le regrette pas, je ne pense pas que je suis sorti de cette école expert de quoi que ce soit, mais en tout cas les outils que ça m'a donné m'ont, je dirais, renforcé dans l'idée que le design pouvait être partout et qu'il n'y avait aucune frontière et qu'il n'y avait aucun mal à venir frapper à la porte des secteurs dans lesquels on ne nous attend pas forcément, et personne ne sait où le design sera attendu dans 5 ans. Donc autant se libérer de cette question impossible à répondre et découvrir le monde de la manière la plus ample possible. Voilà. Eh bien, Rami Fischler, un grand merci à vous. Merci pour cette interview. À bientôt.